Donc bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour continuer comme toujours à tisser du sens en lien avec les expressions planétaires au travers des mythes, des archétypes et des techniques anciennes héritées de l'astrologie hellénistique. Donc vous savez, l'astrologie hellénistique, c'est un terme qui regroupe un petit peu toutes les techniques astrologiques qui sont nées, on les date au moment d'Alexandre le Grand, mais qui sont souvent aussi basées sur une tradition égyptienne ou mésopotamienne et qui sont des textes qui de plus en plus sont traduits, en tout cas en anglais, donc on a vraiment accès aux sources de l'astrologie occidentale, vraiment nos bases, même si ce que j'essaye toujours de faire dans mes vidéos ou dans les séances, c'est de faire des ponts, bien sûr, avec une approche plus moderne, basée sur l'archétype, tout simplement aussi pour ne pas enfermer un symbolisme planétaire dans une littéralité de l'événement à l'extérieur de vous. Donc c'est, on pourrait dire, un tissage de pont, toujours cette dimension de passeur qu'on va retrouver chez Mercure, et d'ailleurs qui cette semaine fait un quasimi avec le Soleil en taureau, qui aura lieu le 14 mai. On regardera aussi le symbolisme de la nouvelle lune en taureau au travers de toutes les déesses lunaires symbolisées par le croissant et cette symbolique du contenant qui est en lien ensuite avec, j'allais dire, au niveau plus de la matière du taureau, de nos sécurités, d'ensemencer le nouveau, de nous sentir protégés ou soutenus par la vie, et qui aura lieu au même moment d'une conjonction Mars-Chiron en Bélier. Donc là, on est aussi enfin, je trouve que c'est intéressant cette semaine puisqu'on est dans un contraste entre ce qui nous invite vraiment à ensemencer le nouveau, d'être dans un état de réceptivité, et puis Mars-Chiron en Bélier, dans ce signe de feu, d'indépendance, d'initiation qui peut, pour certains, nous montrer là où justement on a de la difficulté à incarner cette énergie d'assertivité en lien avec notre volonté, ou au contraire, on peut être dans un surplus ou dans une compensation, hein, tout en voulant tellement faire pour exister, comme nous le dit beaucoup la société. Donc je trouve qu'il y a un contraste entre, j'allais dire, s'abandonner à quelque chose et revenir à la Terre dans une année ou dans un cycle astrologique dont on a beaucoup parlé, qui a été beaucoup écrit, où on a une prédominance de feu et d'air, donc d'action, de volonté, de direction, de prédominance du mental. Et là, toute cette invitation un petit peu dans ce mois de mai, alors surtout je pense en France où il y a beaucoup de pauses, de revenir à ce qui nous soutient, à ce qui nous enveloppe, à ce qui nous permet aussi de nous sentir vraiment soutenus par la Terre, hein, dans tous les symbolismes de la Terre, que ce soit la Terre de nos corps, la Terre de nos contenants, la Terre mère. Donc le premier aspect qu'on va explorer, c'est le Casimi. Donc le Casimi, c'est un aspect qui veut dire être au cœur du soleil. Donc ça vient justement des traditions anciennes, même si c'est beaucoup repris actuellement un petit peu sur les réseaux, mais il faut savoir que, j'allais dire, le Casimi, c'est un moment où Mercure est protégé par le Soleil, il est initié par le Soleil, ce qui signifie aussi que 7 degrés avant et 7 degrés après, Mercure est brûlé par le Soleil. Donc, j'allais dire, c'est à remettre comme toujours dans un contexte, où ce moment clé de régénération est aussi en lien avec un cycle où Mercure ne voit pas clair. D'ailleurs, c'est une des très grandes différences entre l'astrologie moderne et l'astrologie ancienne. En astrologie moderne, souvent quand votre soleil est conjoint à une planète à plus d'un degré d'orbe, on va vous dire que votre identité est très liée par exemple à Vénus, est très liée à Mercure, alors que dans la tradition, si ça dépasse le degré, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans le Casimi, qui est vraiment entre 0 et 1 degré, et même chez les médiévaux, je crois que c'était 10 minutes, c'était vraiment encore plus précis, il y a cette idée de être brûlé par la planète est brûlée par le soleil, c'est-à-dire que la planète a beaucoup moins de facilité à s'exprimer. Et notamment pour les personnes, ce qui est le cas pour beaucoup d'entre nous, de par le cycle aussi de Mercure, lorsque vous avez Soleil-Mercure et que vous sentez justement qu'on a pu vous interpréter le thème en disant des facultés, alors sans doute en lien avec l'intelligence, à la communication, mais parfois lorsque Mercure est brûlé par le Soleil, on peut avoir beaucoup de mal à se dire. Pourquoi? Parce qu'il y a cette quête de la vérité solaire et cette impression que parler de soi, c'est-à-dire porter le verbe sur l'être solaire, est beaucoup plus compliqué. Donc là, petite, c'était une parenthèse pour pouvoir appliquer à vos thèmes. Donc là, on est dans le Casimi, c'est-à-dire que le Mercure est régénéré par le Soleil. Si pareil, vous voulez vraiment regarder toujours
pour sortir un petit peu de cette idée d'événement de l'astrologie qui est un petit peu ponctué, sans cohérence et sans tissage, on pourrait dire. Vous pouvez regarder le cycle de Mercure précédent, donc la conjonction lorsque Mercure était rétrograde, qui en termes techniques veut dire inférieur, donc qui était le 7 mars. Donc après le 7 mars, Mercure est devenu étoile du matin, c'est-à-dire que Mercure allait, plus il se libérait justement des rayons de soleil, se lever avant le soleil. Et là, on a quelque chose qui s'inverse le 14 mai. Mercure, plus il va être libéré des rayons du soleil, donc il faut compter 15 degrés pour que vous puissiez le voir dans le ciel, il va être étoile du soir. Ce qui est intéressant dans les casimis, ça peut être des moments où on va régénérer justement l'énergie de Mercure en lien avec le message, avec le logos, avec le passeur. Alors, on est en taureau, donc Mercure en taureau, il renvoie à Vénus. Vénus est en Gémeaux, on est dans ce qu'on appelle une réciprocité mutuelle. Donc il y a quelque chose dans la réciprocité entre le principe mercuriel et le principe vénusien, donc avec la beauté de la parole. Généralement, quand on touche le taureau, on est aussi dans des questions de valeur, d'estime de soi, de pouvoir voir la beauté. Et peut-être qu'il y a une invitation, en plus avec la nouvelle lune, qui va nous inciter à régénérer nos structures qui nous soutiennent, ou en tout cas nos contenants, hein, à peut-être de pouvoir se voir différemment, voir la beauté solaire que l'on porte, hein, avec cette idée aussi toujours que le soleil, c'est pas seulement notre personnalité. En astrologie, c'est aussi le soi, c'est aussi être connecté à un plus grand soleil, on pourrait dire, à plus grand que soi. Donc je trouve qu'il y a un beau moment, j'allais dire, très poétique, hein. Un Mercure en taureau aime les mots, aime la beauté des mots, aime la beauté aussi dans la communication, ce qui peut lui jouer des tours aussi. Pourquoi? Parce que il peut ne pas vouloir dire les choses pour préserver cette beauté et cette harmonie. Mais là, on pourrait dire c'est la parole d'une beauté au cœur de soi, de vraiment pouvoir euh, voir notre soleil intérieur et notre soleil extérieur, mais vous voyez quelque chose qui est même au-delà de la personnalité, hein. Et pour là où vous avez du taureau dans votre thème, qui vient sans doute être un champ d'expérience qui est questionné souvent et mis à mal dans l'estime de soi, la sensation de voir la valeur, de voir la beauté, de ne pas aussi toujours voir pas ce qui va pas, mais cette sensation, voilà, qui manque quelque chose parfois pour se sentir soutenu, enveloppé et avoir confiance dans notre capacité aussi à créer des formes, à créer de l'abondance, hein. Donc je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Ensuite, Mercure en taureau. Mercure, vous savez, c'est la figure de Hermès, donc c'est la figure aussi du magicien, on l'oblige souvent, hein. C'est un mage, Mercure, c'est celui qui va dans l'astrologie ancienne être très lié aux pratiques astrologiques liées à la magie, que vous retrouvez par exemple, alors peut-être pas directement lié à la magie, mais par exemple chez Marcille Ficin, ou Marcillo Ficino, moi je dis parce que je mélange un peu les langues, mais je crois qu'en français c'est Marcille Ficin, Ficin. Donc, c'est l'idée que les astres vont imprégner le monde de l'esprit et que ça peut influencer le corps et les âmes. Et pour cela, hein, dans les trois livres de la vie, il va nous montrer peut-être comment vivre notre vie en alignement justement avec les astres et comment on peut utiliser les propriétés des plantes, des pierres, des prières aussi et des hymnes sacrés pour faire descendre, j'allais dire, l'énergie du ciel sur terre. Et je trouve qu'un Mercure en taureau, il se fait encore plus porteur ou médiateur du ciel et de la terre, mais dans cet aspect très sensuel qui peut être lié justement aux plantes, à nos prières, à la contemplation, au repos, hein. Je pense aussi que ça correspond avec un jour férié en plus, le 14 en France. Donc vraiment cette invitation à laisser les choses se transformer, à laisser les messages se déposer, mais en utilisant pas le mental agité ou le mental surstimulé, hein, mais vraiment la parole qui s'incarne et qui peut-être utiliser, hein, certaines plantes, certaines pierres, certains rituels, certaines hymnes à la beauté pour vraiment sentir cette qualité de présence et le verbe qui s'incarne en étant présent, puisqu'une des grandes qualités du taureau, c'est ce qu'on va voir notamment avec la nouvelle lune en taureau, hein. Je fais ça parce que c'est l'idée de coupe et c'est l'idée de rester présent, que le cercle lunaire ou que pardon, le demi-cercle lunaire qui est déposé au-dessus du taureau, donc du cercle qui va représenter la complétude, vraiment quelque chose, l'âme puisse s'incarner.
C'était Luc Biget, je crois, qui disait aussi que le signe du taureau avait quelque chose de très lumineux, puisqu'il était composé dans son glyphe à la fois par le soleil et la lune. Vous avez les deux luminaires qui sont présents. Et pour pouvoir peut-être continuer dans le cycle, ce qui va être d'être conscientisé, on pourrait dire, la semence du logos qui va ensuite s'incarner à la nouvelle lune, va bien sûr être raffinée par la rétrogradation de Mercure qui aura lieu le 29 juin, donc vraiment en cancer en plus, donc dans cette idée de protéger la semence jusqu'au 24 juillet. Donc tout le mois de juillet, hein, voilà, vous pourrez regarder peut-être le lien, ou si vous avez un carnet au fil des astres, c'est peut-être ce que je devrais chercher à faire ensemble. Je vous disais, depuis longtemps, je cherche comment pouvoir incarner ça. Ce serait peut-être comment créer des pratiques au fil des astres chaque mois ensemble. Donc, on va culminer ensuite avec une nouvelle lune en taureau. Donc, la particularité, en plus de la nouvelle lune en taureau, elle est conjointe à Cérès. Donc, si vous voulez regarder la, la vidéo sur la pleine lune, donc la pleine lune en scorpion, donc dans cet axe scorpion-taureau, nous parler aussi du mythe de Perséphone et de Cérès ou Déméter, hein, vous avez le nom grec ou le nom latin. Donc là, on a vraiment cette continuité avec peut-être aussi cette idée de remonter à la surface. Pourquoi? Parce que Cérès, c'est la déesse du grain, c'est celle qui nous rappelle à cette cyclicité. Hein. C'est l'idée aussi que la Lune est exaltée en taureau. Elle a même un degré d'exaltation en astrologie hellénistique qui est 3 degrés. Donc si vous avez la Lune à 3 degrés du taureau, non seulement vous avez une Lune exaltée, mais aussi à son degré d'exaltation. Pourquoi? Parce que le taureau va symboliser tous les mythes en lien avec ces déesses lunaires. Hein, donc c'est vraiment la puissance lunaire de ce qui est contenu, de ce qui matérialise et de ce qui est aussi le réceptacle. En astrologie ancienne, vous avez cette idée qu'il y a le monde sublunaire, donc le monde dessous la Lune. Pourquoi? Parce que la Lune va être le réceptacle de toutes les autres planètes, parce que c'est la plus proche de la Terre. Donc c'est celle, quelque part, qui est la plus proche de la matière, tout en pouvant refléter, alors bien sûr, l'énergie du Soleil, mais collecter l'énergie des autres planètes. Donc c'est aussi très poétique, je trouve, et très beau. C'est ce qui peut expliquer aussi pourquoi souvent notre lune, hein, la lune de votre thème de naissance, va être le lieu où c'est pas seulement le monde émotionnel, c'est quelque chose que vous trouvez très peu dans les textes anciens, hein, le lien aux émotions. Alors peut-être parce qu'on aussi on a évolué et on a vu comment notre corps était lié à notre monde émotionnel. Hein. Mais dans l'astrologie ancienne, vous retrouvez vraiment la lune en lien avec l'idée de fortune qui allait gérer, j'allais dire, la manière dont on allait vivre notre matière et les épreuves aussi qu'on pouvait rencontrer en termes d'abondance, de maladie, de capacité aussi à pouvoir concrétiser les choses. Et ce symbolisme aussi du taureau, vous le retrouvez dans toutes les divinités lunaires du bassin méditerranéen, qui sont souvent représentées sous la lune d'un taureau. Hein. Donc vous avez Sin, qui est un dieu lunaire. Hein. Vous savez, en Mésopotamie, en Égypte, il y avait des dieux lunaires qui étaient représentés aussi par un taureau. En Perse, la lune est associée, alors pourtant je m'étais entraînée à le prononcer, à Gao Citra, qui contient la semence du taureau. Donc il y a cette idée que le taureau vient déposer la semence dans l'astre de la nuit, donc dans la lune. Hein. Donc c'est intéressant, c'est toujours cette idée de fécondité, de vraiment ensemencer quelque chose et de créer aussi des contenants dans la matière qui, hein, ça on l'a vu, je pense, à la pleine lune, bien sûr pour que cette matière ne devienne pas sclérosante, c'est parce qu'on sait l'impermanence des choses. Vous avez aussi Hathor hein, dans la mythologie égyptienne, hein, qui est coiffé à la fois d'un disque solaire et qui contient aussi avec les cornes le lien au taureau, qui relie les contraires. Hein. Donc je trouve que c'est intéressant parce que c'est comme si cette nouvelle lune en taureau, hein, en lien avec tout ce symbolisme du taureau, c'est aussi comment on va ensemencer les choses. Et c'est un petit peu différent de la limite au sens saturnien, vous savez, où on vous parle de poser vos limites, poser vos structures. Là, vous avez vraiment le contenant sacré, un petit peu comme si le taureau, en lien avec nos corps, il allait délimiter sur Terre notre espace protégé, notre espace aussi où normalement on est censé sentir cette valeur. Pourquoi? Parce que la valeur, on l'a vu dans le lien soleil-lune, nous vient de plus grand que nous, hein, mais bien sûr, on est tous aussi en but à des problématiques taureaux en lien avec l'estime de soi, la valeur du corps, la beauté du corps. Hein. Donc je trouve que c'est intéressant parce que c'est vraiment, surtout qu'Uranus a été là pendant 7 ans. Hein. Donc pendant 7 ans, il est venu pour beaucoup de personnes qui ont des placements taureaux, ou là où vous avez du taureau dans votre thème,
secouer les choses, arracher les fausses sécurités, arracher les faux contenants. Et là, peut-être qu'il y a dans cette nouvelle lune une occasion de renaître, justement, d'ensemencer, on l'a vu peut-être avec l'idée de Mercure, un nouveau contenant qui, pour certains, va se traduire par une nouvelle sécurité intérieure, par un nouveau lien à son espace du corps, par un nouveau rapport aussi à nos contenants extérieurs qui peuvent symboliser le taureau, que peuvent être tout ce à quoi on va donner forme. Hein. Donc, si vous travaillez, même j'allais dire, même en ligne, hein, votre forme, ça peut être un site internet, enfin, ça va être vraiment cette importance du contenant. Pourquoi? Parce que c'est dans le contenant taureau que la germination est possible, et c'est ce qui va permettre ensuite tout ce qui est en lien avec la fertilité lunaire, l'abondance, la ressource, la sensation de sécurité. Hein. Et souvent, je trouve, hein, j'ai souvent dit, mais la grande difficulté du taureau, c'est d'être contenu en soi, de se rappeler que ce contenant, il existe et de ne pas le chercher à l'extérieur ou d'être attaché, hein, à des choses extérieures, parce que souvent, cette avidité, hein, vous savez, un des mythes associés à la constellation du taureau, c'est le mythe du Minotaure, enfin surtout le roi Minos, qui justement avait de l'avidité en lien avec un taureau que lui avait donné Poséidon, et il ne veut pas rendre le taureau. Donc pour se venger, Poséidon va jeter un sort à la reine Pasiphae, et elle va tomber amoureuse du taureau. Elle demandera ensuite à, j'ai oublié son nom, le génie trouve tout, qui a fait le labyrinthe, à Dédale, pardon, de fabriquer un endroit où elle puisse assouvir ses désirs avec le taureau, ce qui donnera naissance au Minotaure et ce qui provoquera ensuite tout ce qu'on sait en lien avec la mythologie. Hein. Mais l'ombre justement du taureau, c'est cette avidité de vouloir posséder les choses pour nous sécuriser. Hein. Et là, il y a vraiment cette idée, je trouve, en évoquant toutes ces déesses lunaires, de se rappeler cette constance, de se rappeler aussi comment on peut être soutenu par beaucoup plus grand que soi, hein, pour éviter justement de mettre nos attachements et nos possessions dans quelque chose d'extérieur. Surtout que, comme je vous le disais, le taureau nous rappelle aussi à cette idée de présence, de rester présent, d'être un petit peu assis avec tout ce qui peut être inconfortable et ce qui est, pour trouver une forme de contentement ou de contemplation ou d'appréciation des choses. Hein. Vénus, qui régit cette nouvelle lune, est en Gémeaux. Donc on retrouve quand même toujours le lien aussi avec la parole qui peut être porteur de création. Hein. Donc peut-être que cette sécurité, cette nouvelle façon aussi de se sentir contenu peut passer par l'écriture, par des conversations, par des échanges. Enfin, il y a quand même cette dimension du verbe, hein, et pas juste quelque chose de figé dans le taureau. Hein. Il y a peut-être un côté un peu work in progress, que c'est en parlant, en écrivant de la poésie, en communiquant, en écoutant, qu'on peut trouver ou avoir des révélations sur quels sont les nouveaux contenants qui vont nous servir, bien sûr, pour toute la durée du cycle. Et peut-être que le grand défi, c'est de ne pas vouloir faire les choses avec force dans cette nouvelle lune en taureau. Pourquoi? Parce qu'on a aussi cet aspect Chiron-Mars. Et cet aspect Chiron-Mars, pour l'avoir exact de naissance, alors en taureau, hein, l'aspect Chiron-Mars sera exact en bélier. Donc là, on est vraiment dans la blessure de Chiron, donc la blessure de la flèche. En plus, il est vraiment blessé dans la mythologie par une flèche. Et vous savez, il y a aussi des fois ce lien à Mars qu'on peut utiliser. Je ne sais pas si vous avez entendu cette idée d'un Mars inversé. C'est-à-dire que le glyphe de Mars, au lieu de sortir la flèche à l'extérieur pour défendre notre soleil, pour poser des actes, pour exercer notre volonté personnelle, on va la retourner contre soi, hein, en se sabotant, en se diminuant, en étant violent avec soi-même, en ne se respectant pas, en ravalant notre colère. Alors, c'était vraiment Mélanie Reinhardt, hein, je relisais le livre sur Chiron et justement le passage sur les aspects Mars-Chiron. Hein. Pour certains, ça peut être compensé. Et ça, moi, je l'ai vu beaucoup en séance. Il est totalement possible aussi d'avoir Mars-Chiron, peu importe le signe en aspect, et au contraire, justement, pour masquer cette fragilité ou cette sensation d'inadéquation, de répondre aussi à ce que la société souvent exige, qui est agir, exister par l'action, toujours trop en faire. Hein. Surtout dans le bélier, c'est comme si Mars Chiron vient vraiment
nous toucher profondément qui on est si on ne fait pas, si on ne réussit pas, si on ne conquiert pas de nouveaux territoires, si on n'est pas toujours dans l'action. Et là, on a vu en plus que cette nouvelle lune en taureau, c'est vraiment être présent à ce qui est, être contenu face à l'incertitude et tout ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes d'Uranus en Gémeaux, de cette pleine lune en Scorpion, carré Pluton, de rester malgré tout cette force lunaire, hein, semblable à ces déesses, qui a cette confiance qu'elle va toujours faire germer le nouveau et ensemencer les nouveaux possibles. Hein. Et c'est vrai que Mars Chiron, ça pourrait être aussi justement penser que comme soit on n'arrive pas hein, pour les personnes qui ont plutôt des énergies dans votre thème très vénusiennes, ou beaucoup d'eau, ou même beaucoup de terre, cette exigence de la vie, de toujours être dans l'agir, de devoir travailler beaucoup, voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en parler, on sait tous ces valeurs qui existent, et il y a cette envie de contempler, de se laisser aller à la rêverie, de remettre l'imaginaire, la poésie, l'enchantement au cœur de nos vies. Et Mars Chiron, ça peut aussi nous montrer, surtout là en transit, soit justement où on peut se saboter. Donc pourquoi on pourrait aussi se saboter avec Mars Chiron? Justement parce qu'on sent qu'on ne répond pas à ces exigences sociétales de toujours faire avancer les choses, batailler, devoir prendre notre place, devoir exister. Hein. Et il me dit pourtant, souvent, hein, la blessure de Chiron, c'est cette idée du pharmacone, hein, du remède et de l'antidote. La flèche qui fait mal est pourtant celle qui guérit. Ça veut dire que quand même, il nous est demandé d'oser agir. Seulement avec Chiron, on retrouve toujours cette figure de passeur, on retrouve aussi toujours cette mise à mal de notre volonté personnelle pour s'ouvrir à quelque chose de plus grand. Et c'est comme si dans le bélier, on voudrait initier des choses. Bon, c'est aussi qu'il y a Saturne, on a beaucoup eu de choses, je pense, collectivement dans le bélier. Là, il y a cette idée peut-être que on est obligé, cette humilité de Chiron, des fois de s'agenouiller et de trouver l'action juste. Et pour certains, de par notre thème, l'action juste est une philosophie plutôt de la non-action, ou de vraiment devoir contempler dans le taureau, être présent, regarder les fleurs pendant 2 heures avant ensuite d'agir. Hein, mais je trouve que ça vient vraiment recalibrer, parce que surtout Chiron en transit, il vient nous montrer là où il y a quelque chose dans cette clé de l'holos, de rassembler toutes nos parties qui n'est pas alignées, donc de vraiment trouver la justesse de l'action, qui pour certains, hein, c'est bien sûr c'est différent pour chaque thème, ça va être au contraire, hein, Chiron Bélier, d'oser poser son cadre, d'oser être assertif, d'avoir le courage d'y aller. Pourquoi? Parce que on a aussi ce désir de créer un nouveau contenant taureau, et il faut bien se mettre en action pour pouvoir le rendre manifeste. Pour d'autres, ça va être se sentir légitime en étant quelqu'un de rêveur, mais quand même, à la fin, avoir le courage, le juste moment bélier, l'élan spontané pour écrire le poème et peut-être oser le partager. Hein. Donc voilà, il y a des configurations différentes pour tout le monde. C'est sûr que même si il y a cette beauté de la nouvelle lune en taureau, Mars Chiron n'est pas un aspect facile. Pourquoi? Parce qu'il y a une très très grande sensibilité à la blessure. Et souvent, avec Mars, il peut y avoir cette dimension, surtout dans le bélier, qu'il y a quelque chose de violent qu'on rencontre à l'extérieur de nous ou en nous. Hein, et que ce qui est censé, normalement, Mars est celui qui est censé nous soutenir, nous aider à concrétiser les choses, à passer à l'action, que c'est justement cette énergie peut des fois violenter la tranquillité du taureau, violenter nos âmes sensibles, et il va nous demander peut-être à certains d'incarner Mars Chiron, et c'est-à-dire d'avoir le courage aussi de poser ces actes de protection du soleil, puisque c'est vraiment Mars qui est le gardien du soleil, et c'est celui quelque part aussi qui sait qui laisser rentrer, et de transformer vraiment ce feu martien en une assertivité qui nous permet de tracer notre route, et peut-être aussi hein, d'assumer justement qu'on est des âmes sensibles et qu'on a besoin de ce cadre-là. Mais voyez, ou au contraire, pour certains, accepter de calmer cette course au fer pour pouvoir se laisser aller dans cette coupe du taureau et voir qu'en étant présent, il y a peut-être beaucoup d'idées qui viennent et qu'on n'est pas justement obligé de toujours être dans une action, et qu'on est que juste être présent et juste être est suffisant. Donc voilà, comme toujours, je vous mets
en dessous de la vidéo tous les liens. N'hésitez pas aussi à m'écrire sur WhatsApp, j'ai un WhatsApp français, si vous voulez une séance plus personnalisée. Et je vous dis à tous à la semaine prochaine.